Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Express Orient consacré à l'offensive turque sur le Rojava, la région kurde du nord-est de la Syrie. Nous allons mesurer les conséquences de cette offensive sur la région avec la crainte de la résurgence du groupe État islamique, mais aussi les conséquences humanitaires avec notre invité Joël Bassoul de l'ONG Save the Children. Enfin, nous vous proposerons un reportage à la frontière. Vous verrez que les Kurdes de Turquie, eux aussi, subissent les conséquences de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. La communauté internationale est inquiète et pour cause, le Rojava, la région autonome kurde de Syrie, autoproclamée en 2016, abrite des camps de djihadistes. Les combattants kurdes, les YPG et les FDS qui les avaient capturés étaient chargés de les surveiller. Seulement, l'incursion turque les a affaiblis. Des centaines de djihadistes se seraient échappés des camps, ce qui fait craindre un retour en force du groupe État islamique. Sophie Samaï et Bilal Tarabé. Ces images datent du mois de mars. Les forces démocratiques syriennes majoritairement kurdes arrêtent des hommes soupçonnés d'être des djihadistes de l'organisation État islamique. Ces hommes sont retenus dans des prisons kurdes. Les femmes et les enfants sont surveillés dans des camps comme celui-ci. Al-Hol, le plus grand des 3 camps de détention des prisonniers du groupe État islamique au Kurdistan syrien. Ces 3 camps, Al-Hol, Roj au nord et Ain Issa plus à l'ouest, sont situés à proximité ou dans la zone que la Turquie envisage d'occuper. Une situation qui inquiète les Occidentaux. L'Europe et les États-Unis craignent que les djihadistes ne profitent du chaos pour s'enfuir, alors que les soldats kurdes chargés de les surveiller ont été appelés au front. Le 13 octobre dernier, l'administration semi-autonome kurde a annoncé la fuite de près de 800 proches de djihadistes du camp d'Ain Issa, dont plusieurs occidentaux. Leurs familles craignent que la situation n'empire et de nombreuses ONG et associations appellent les puissances occidentales à rapatrier leurs ressortissants. Notre message à tous les pays qui ont des ressortissants dans ces camps est de prendre leurs responsabilités. Car le statu quo n'est pas une option. Et la situation des Occidentaux est probablement la plus facile à résoudre. Dans une tribune pour le Wall Street Journal publiée ce mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est voulu rassurant. Nous nous assurerons qu'aucun combattant du groupe État islamique ne pourra quitter le nord-est de la Syrie. On estime que 12 000 djihadistes locaux présumés et 2 500 étrangers seraient présents dans les prisons kurdes aujourd'hui. Et on retrouve à Beyrouth Joël Bassoul, responsable Moyen-Orient de l'ONG Save the Children. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Quelles sont vos informations du terrain? Où en est la situation humanitaire, en particulier celle des enfants? Alors, il s'agit aujourd'hui de la 6e journée de l'opération militaire turque dans le nord-est de la Syrie. La situation est très fluide, surtout que les populations civiles sont en train de se déplacer sans cesse. Jusqu'à présent, il y a plus de 160 000 civils, selon l'ONU, qui ont fui leurs maisons, leurs habitations et qui sont allés chercher des endroits sûrs un peu plus au sud de la frontière. Pour l'instant, il y a 70 000 enfants parmi ces personnes. Certains vont être séparés de leurs parents du vu de la situation. Certains sont très petits et donc aujourd'hui leur situation humanitaire est très précaire et ils ont besoin qu'on ait accès à eux, que les organisations humanitaires puissent leur venir en aide sur le terrain. Alors quels sont concrètement vos besoins si vous avez accès à cette population fragile ? Alors, parmi les populations qui sont en mouvement, qui se sont déplacées depuis le début de l'opération la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui avaient déjà été déplacées par le conflit qui dure depuis 8 ans maintenant. Donc déjà, ils sont partis sans grand-chose, avec juste leurs vêtements sur le dos. Beaucoup de personnes ont essayé de rejoindre des membres de leur famille qui habitent dans des endroits un peu plus sûrs, mais il y en a aussi certains qui sont allés se réfugier dans des centres d'accueil collectif. Or, dans ces centres-là, l'aide humanitaire est insuffisante, si elle n'est pas inexistante. Ils ont besoin de tout, de nourriture, d'eau propre, potable, de vêtements chauds, comme l'hiver va bientôt arriver, et surtout d'avoir un toit au-dessus de la tête. Quelles seront les conséquences dans cette région déjà meurtrie par le conflit ?
Les conséquences humanitaires qu'on craint seraient vraiment impossibles à quantifier. Déjà, donc, il y a une population civile qui vit dans des conditions assez précaires, déplacée plusieurs fois par le conflit. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants dans cette région qui sont en mouvement, qui cherchent des endroits sûrs. Et en plus, il y a des camps, 3 camps, pour l'instant il en reste 2, où il y a des milliers d'étrangers, donc des non-syriens, des non-irakiens, femmes et enfants en majorité, qui seraient liés à l'État islamique et pour lesquels la seule solution actuelle est l'aide humanitaire. Ils n'ont pas accès à une autre aide. Donc si jamais la situation sécuritaire ne se stabilise pas et les hostilités ne s'arrêtent pas, on risque de voir un drame humanitaire dans le nord-est de la Syrie. Est-ce que vous souhaitez lancer un appel ? Oui, alors nous, en tant qu'organisation humanitaire présente sur le terrain depuis 2014, nous appelons à un arrêt immédiat des hostilités, à un accès sans aucun obstacle à toutes les populations civiles dans le besoin et à l'arrêt de l'utilisation des armes explosives qui sont un grand danger pour les enfants en bas âge. Merci beaucoup Joël Bassoul de l'ONG Save the Children d'avoir répondu à nos questions. Quel rôle va jouer la Russie dans cette histoire ? Vladimir Poutine est le seul à parler à la fois aux Turcs et aux Syriens. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Moscou a mis son veto à la résolution condamnant l'opération militaire turque en Syrie. Pourquoi ce veto ? Quelles sont les intentions de la Russie ? Julien Cheïda vous en dit plus. Un veto russe en forme de soutien à l'offensive turque en Syrie. Sur le terrain, Damas a envoyé des troupes sur le théâtre des combats à la frontière nord. Mais pas question pour ces 2 pays de s'affronter militairement. Pour le journaliste Wassim Nasr, tout ceci fait partie d'un vaste jeu d'échecs. Aujourd'hui, ceci arrange Damas, comme ça arrange aussi la Russie. Et on voit, d'après les réactions sur le terrain, qui se passent depuis la perte d'Alep par les rebelles en 2016 avec les accords d'Astana et tout ce qui a suivi, que tout ça se fait en bonne intelligence, j'ai envie de dire, entre Ankara, Téhéran et Moscou. Sans l'allié américain, les Kurdes se retrouvent pris en étau entre les Turcs et l'armée syrienne, sous l'œil bienveillant de Moscou. Avec son offensive, Ankara cherche à affaiblir et repousser les forces kurdes de la frontière turco-syrienne. Pour la Russie, soutien historique de Damas, la reprise de ces territoires permettrait à Bachar al-Assad de contrôler à nouveau la presque totalité de la Syrie. Ce n'est pas un plan russe qui contre un plan occidental, c'est un plan russe qui contre un non-plan occidental. Le problème des pays occidentaux, dont la France, c'est l'absence de plan. Donc Damas, après, devient un joueur mineur dans le jeu. Damas aussi essaie de tirer le plus d'intérêt de cet accord qui se fait plus loin. Pour Moscou, ce serait l'occasion d'affirmer un peu plus son influence dans la région, avec l'appui de l'Iran d'un côté et de la Turquie de l'autre. Ce chercheur rattaché au ministère des Affaires étrangères russe le rappelle, le rapprochement entre Moscou et Ankara avait déjà commencé par l'achat turc de missiles russes aux dépens des Américains. La Russie a tout à gagner dans cette opération, plus particulièrement le renforcement de ses relations avec la Turquie. Moscou ne peut rien faire officiellement car les forces américaines ne sont pas encore totalement retirées du terrain. Alors la meilleure option reste de soutenir l'opération turque. Demeure une interrogation sur le sort des Kurdes assiégés par Ankara. Si Washington a montré sa désapprobation du bout des lèvres, l'Union européenne a condamné l'opération militaire sans réussir à s'accorder sur la mise en place d'un embargo de vente d'armes vers la Turquie. On part à présent à Suruc, dans le sud de la Turquie. Notre équipe s'y est rendue pour recueillir les réactions de la population kurde qui y vit. Elle ne voit pas d'un très bon œil ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, côté syrien, à Kobané, où les troupes de Bachar al-Assad se massent avec l'appui de Moscou. Reportage de Ludovic de Foucault et Hussein Assad. Suruc, petite ville kurde du sud de la Turquie, à 10 km de Kobané, de l'autre côté de la frontière syrienne. Ici, la population vote en grande majorité pour des maires HDP. La formation pro-kurde est le seul parti politique turc à s'opposer à l'opération militaire dans le nord-est syrien. Est-ce qu'il y a eu des combats ou des mouvements hostiles qui menacent tant la Turquie pour justifier cette guerre? Non. Leur intention, c'est prendre ce qu'ils veulent.
Par des chemins de traverse, nous nous dirigeons vers la frontière, au sud. Nous croisons ce berger en train de quitter les lieux conformément aux ordres émis par les autorités. Certains villageois, pourtant, ont choisi de rester, après avoir envoyé leur famille en sécurité. J'essaye d'appeler, mais il n'y a plus de réception. Vous savez, avant toutes les autres, c'est notre région qui va souffrir. Il y a 2 jours, 2 personnes ont été tuées ici. L'économie locale repose en grande partie sur la production de coton, mais l'offensive a mis un terme aux travaux agricoles. Regardez mon coton, il n'est pas récolté, mes cueilleurs ont peur, ils ne viennent pas. Que peut-on faire? C'est une très mauvaise situation pour nous. Mahmoud aimerait bien sûr que Kobané reste kurde. Mais ce qu'il veut surtout, au fond, c'est que les combats s'arrêtent. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. La pollution Internet, elle ne fait que commencer. 90% de nos déchets sont évitables facilement. En risquant nos vies pour l'océan, on risque nos vies aussi pour les générations futures. Ouvrons les yeux sur la planète. Rejoignez-moi dans Élémentaire, nous dépoussiérons les grands thèmes qui font l'environnement aujourd'hui. Élémentaire, présenté par Marina Bertsch, à voir sur France 24 et france24.com. Tous les mois, le bateau des Safari Doctors part de l'île de Lamu dans le sud-est du Kenya, avec tout le matériel médical nécessaire pour monter une clinique mobile. Après plus de 2 heures en mer, l'équipe arrive à Kyongwe, un village reculé proche de la frontière somalienne. Les gens ici ont besoin d'aide, ils ont vraiment besoin d'aide. Ils n'ont pas accès aux services de santé ici. Toute l'équipe médicale est bénévole, elle fait un peu de tout, vaccination, suivi de femmes enceintes et de jeunes mamans, mais aussi les premiers soins. Rufia Also s'est coupé le doigt avec sa machette en s'occupant de ses champs de maïs. Heureusement pour lui, la clinique mobile est de passage. L'hôpital est trop loin et les transports sont aussi un problème. Donc c'est compliqué de se rendre à l'hôpital. On n'a pas d'argent et il en faut pour se faire soigner ici. Le trajet pour l'hôpital le plus proche lui coûterait $200, une fortune ici. En plus du manque d'infrastructures, de transport et de santé, les habitants de la région doivent faire face aux violences liées au groupe terroriste Al-Shabaab. Bilay a une bosse dans le cou, vraisemblablement une balle, et une blessure sur le pied. Elle raconte avoir été attaquée par les islamistes alors qu'elle était en voiture. J'étais la seule encore en vie. Tous les autres sont morts sur place. Ces blessures sont vieilles, l'incident a eu lieu il y a plusieurs années, mais faute de moyens et d'accès aux soins, Bilay n'a jamais pu se faire soigner correctement. Safari Doctors a été fondé en 2015 par une Kenyane pour aider ces populations isolées, mais leur plus gros souci reste l'insécurité dans la région. Les infrastructures sont médiocres et ça explique la présence de militants, si on peut les appeler comme ça, et celle de l'armée. Donc il est devenu difficile de se déplacer dans certains villages. On doit décider à la dernière minute si on peut y aller ou non. La clinique mobile se déplace tous les mois dans 12 villages reculés près de la frontière somalienne. Une zone risquée pour l'équipe, c'est ici que l'armée kenyane a envoyé ses troupes en 2015 pour chasser les Shebabs de la forêt de Boni. L'opération ne devait durer que 3 mois, mais 4 ans plus tard, les Shebabs sont toujours là. Être prévoyant, c'est vivre plus sereinement. Vous regardez la météo avec PFG Prévoyance. Devis prévoyance en ligne sur pfg.fr.